question du jeu sous l'angle théâtral, puisque nous avons la chance d'accueillir David Laboiteau, qui est metteur en scène. On dit maîtrise en scène, metteur en scène. Ouais, voilà ma finalité. Ok. Metteur en scène. Metteur en scène, fondatrice de la compagnie Us et Coutumes, et que en fait, moi personnellement, j'ai rencontré, enfin pas physiquement, mais en tout cas intellectuellement, au travers de son travail autour du Rwanda. Bonsoir, merci beaucoup en tout cas à toutes et à tous d'être là. Et il y a beaucoup de femmes. Le Rwanda, et peut-être on aura l'occasion d'en parler dans sa reconstruction, vous le savez peut-être, est un des pays les plus féminisés du monde. Il y a plus de femmes à l'Assemblée nationale au Rwanda que d'hommes. Voilà, c'est un choix politique, donc on est un peu au Rwanda ensemble ici ce soir. Alors moi je vais, comme Nadia l'a dit, je suis metteur en scène de théâtre, donc je suis habitée par des idées et des images, et prendre la parole en public comme ça pour essayer de tirer un fil de pensée est toujours un exercice, donc je vais essayer d'être claire, et puis assez concise pour se donner le temps d'échanger en fait ensemble, puisque ce soir je vous remercie de cette invitation, de me poser cette question: est-ce que le théâtre nous apprend et nous aide à vivre? Alors, je vais commencer par vous répondre non. Bien sûr que non. Le théâtre ne nous aide pas et ne nous apprend pas à vivre l'invivable. Par contre, le théâtre le formule et le dit. C'est-à-dire, on arrive à appeler un chat, un bourreau, une victime, un génocide. Donc, il est une traversée possible de l'horreur. Et oui, bien sûr que oui, sans doute même que l'art est le seul chemin pour franchir l'innommable. Ces deux réponses, non et oui, sont justes. Elles ne s'annulent pas, elles se complètent. Et c'est dans cette complémentarité paradoxale que se trouve la posture éthique nécessaire, en tous les cas la mienne. C'est-à-dire de pouvoir se dire, ce que je suis en train de faire n'est pas une réponse, mais en est une quand même. Voilà. Et j'ai besoin de garder ce doute extrêmement vif. J'espère que ce que je vais vous dire va vous le faire comprendre. Je ne pense pas qu'un artiste doit, à un moment donné, être pétri de certitude, et certainement pas quand on travaille sur ces questions-là. Je pense que le théâtre que je propose est comment dire, totalement habité par son incomplétude, et que c'est nécessaire. Ce que je fais ne répond pas à une situation dramatique, mais la questionne. Parce que, là j'ai écrit ça, lorsque la civilisation, la notion même de civilisation implose, nous ne sommes plus capables de répondre parce que nos socles même ne répondent plus, ne nous répondent plus. Alors il nous faut trouver une solution. Il nous faut agir, et l'acte théâtral est un agissement, littéralement un geste, pour une certaine idée de l'humanité. Simplement ça, poser un geste quand cette humanité explose. Bien sûr, vous l'avez compris, je ne parle pas ici du théâtre en général, même si j'ai beaucoup de respect pour le théâtre en général, mais d'un théâtre particulier, un théâtre qui veut et qui doit dire le réel de l'histoire, le réel de l'homme, et plus précisément le réel de ce petit pays d'Afrique des Grands Lacs, le Rwanda. Notre théâtre tente de raconter, de mettre en lumière, de donner en partage le génocide perpétré contre les Tutsis du Rwanda en 1994. Alors, il m'a souvent été dit, mais vous faites du théâtre politique. C'est tout simplement un pléonasme à mes yeux, je n'en fais pas plus débat. Le théâtre, pour moi, est un acte politique, de fait. J'ai pas besoin qu'on en parle davantage. Alors ensuite, on me dit théâtre engagé. Bon, ça, je déteste.
parce que pour moi l'engagement se joue ailleurs. L'acte artistique, comment dire, l'engagement serait pour moi précisément dans ce qui n'est pas un jeu. Donc je n'arrive pas en fait tout simplement à mélanger les deux termes. Alors après on me dit vous faites du théâtre documentaire, c'est pas encore tout à fait ça. Et puis si on creuse on me dit alors vous faites du théâtre documenté. Ok. 1000 fois oui. Mon ami Koul Silamko, un artiste tchadien, dit nous faisons des documents de culture contre la barbarie. Voilà, donc ça oui, je veux bien dire je fais du théâtre documenté. Le théâtre nous apprend-il et nous aide-t-il à vivre? Encore une fois, non. Car pour moi, à l'issue d'un génocide, tout le reste est important, sauf le théâtre. C'est-à-dire, à l'issue d'un génocide, quand tout a implosé, quand la société, quand les gens sont complètement, comment dire, dans cette situation de reconstruction qui paraît quasi impossible, tout est important sauf le théâtre. Qu'est-ce qui est important? Il est important la justice, pour qu'il n'y ait pas d'impunité. Il est important l'accompagnement psychologique, pour que les gens qui sont détruits soient accompagnés. Il est important le travail des journalistes, pour que les faits soient établis. Il est important le travail des historiens, pour que l'histoire du génocide entre dans nos histoires. Je ne sais pas quel âge vous avez, mais le Rwanda, c'était il y a 25 ans. Donc l'histoire s'écrit vraiment aujourd'hui. Et donc tout ça est fondamental. Et moi, j'ai réussi à faire du théâtre parce que j'ai pris conscience que tout ça était en marche et que cette partie-là, absolument nécessaire de ce travail, était en cours. Et donc, éventuellement, dans l'accompagnement de l'absolue détresse, c'était possible de faire du théâtre puisque ça existait. Donc j'ai eu besoin, en fait, de rencontrer toutes ces structures, malheureusement, devrais-je dire, de la société civile, qui s'emparent en fait de ces, comment dire, de ces impacts-là du drame existaient. Et alors quand on sait ça, quand on se dit bon bah ok, on est rescapé aujourd'hui, si on est en larmes on peut parler à quelqu'un, si on a besoin de juger nos bourreaux, il existe une justice, si on a besoin que les faits soient établis, il y a des historiens et des journalistes qui publient des livres, alors je me suis dit bon peut-être je peux faire du théâtre. Mais c'est en ce sens que je vous dis non, parce qu'il faut d'abord que tout ça existe, et pour moi ça c'est essentiel, sinon le théâtre en fait, à quoi ça sert? Mais par contre oui, le théâtre nous apprend à vivre, et je vais rentrer un peu dans mon travail, et notamment dans l'émotion de mon travail, si vous me le permettez, parce que il est important de dire ok, ça sert à rien, c'est incomplet, parfois c'est vain, c'est sûrement pas suffisant pour les survivants. En même temps, les assassins, ils ne peuvent pas nous avoir tout pris, puisque nous sommes des êtres humains, donc ils ne peuvent pas nous avoir pris notre poésie, notre capacité de création, notre langue, notre amour de l'autre, notre imaginaire, notre possibilité de refaire communauté. Et si on ne pose pas un acte artistique après un tel drame comme le génocide, alors on leur laisse tout. Alors ils ont tout détruit, et ils ont détruit jusque dans notre possibilité même de création, et c'est bien ce qu'ils veulent. Donc il faut absolument qu'on se relève. Je vais vous dire un peu la genèse de mon travail, et vous amener dans mon voyage, si ça vous va. Bon, le Rwanda est un des plus petits pays dans le monde. Pourtant, c'est un nom qui ne nous est pas étranger parce qu'il fut victime du dernier génocide du XXe siècle, le génocide perpétré contre les Tutsis du Rwanda en 1994. 1 million de morts, femmes, enfants, vieillards, en 3 mois. Pour moi, l'histoire a commencé il y a plusieurs années avec la rencontre avec une grande dame qui s'appelle Alexia Murekiyisoni. Elle m'a raconté son enfance, sa vie de femme au Rwanda. Elle est née dans les années 40, dans le sud du Rwanda. Elle vit aujourd'hui en France, et elle était en France au moment du génocide. Donc elle a vécu l'histoire du génocide à distance.
Et c'est elle qui me l'a raconté. Et c'est elle qui m'a connectée, en fait, avec toute cette histoire, avec ce passé, et surtout avec l'ampleur de mon ignorance. En l'écoutant, je me suis dit, mais bon sang, qu'est-ce que j'ai fait, quoi. Ok. En 1994, j'avais 16 ans. J'avais bien d'autres préoccupations, sûrement des histoires d'amour et des fêtes, et voilà, mademoiselle, des trucs comme ça, qui sont très importants. Et c'était pas tellement ça mon problème, c'était pas me dire mais qu'est-ce que j'ai foutu moi quand j'avais 16 ans, c'était plus me dire qu'est-ce que j'ai fait pendant tout ce temps-là jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire je me suis construit sans cette histoire de l'humanité. Et pourtant depuis j'avais l'impression de écouter la radio, de lire les journaux et d'avoir l'impression d'être connectée avec les mots du monde. Et pourtant là tout à coup je me disais quasiment 20 ans après je ne sais pas ce qui s'est passé dans ce pays-là. Ça m'a laissé un goût amer aux allures coupables. Et donc, je me suis dit, bon, allez, j'ai quand même la possibilité de rattraper ça, je vais aller me connecter avec cette réalité. Donc, je me suis plongée dans une espèce de période monomaniaque qui vous l'avez compris, n'est pas terminée. Et donc, j'ai fait de la boulimie de lecture, de films, d'aller à des colloques, de rencontrer des survivants, des historiens, des journalistes qui m'apprenaient un petit peu cette histoire. Et vraiment, à ce moment-là, je ne pensais pas que mon travail d'artiste allait surgir. Je n'avais pas décidé que j'en ferais quelque chose artistiquement. Jusqu'au jour où je découvre un merveilleux roman que vous avez peut-être lu, en tous les cas que je vous encourage. Mon petit pays, c'est arrivé bien plus tard maintenant. Comme si Gaël Faye est un grand ami et qu'il a fait justement le travail que vous énoncez sans le savoir et qui sera la conclusion de mon intervention. Ce travail envers vous, envers les jeunes, Gaël est très fort pour ça. Moi j'ai lu un bien plus vieux monsieur qui s'appelle Boubacar Boris Diop, qui est un auteur sénégalais et qui a écrit Mourambi, le livre des ossements. Il y a quand même un lien avec ce que vous dites, parce qu'il l'a écrit pour son fils Mustapha, qui à votre âge, même peut-être est plus jeune, parce que son fils avait à l'époque 14-15 ans. Et donc c'était quand même de rendre accessible par la littérature le génocide des Tutsis de Rwanda. Mourambi, le livre des ossements. Si vous ne l'avez pas lu, vraiment je vous y invite. En plus, il vient d'être édité en poche. Puis il est pas très cher en fait. Voilà. C'est possible. Et c'était la première fois que je lisais un roman, et c'était la première fois que je lisais quelque chose de beau. Et je me suis dit, alors en fait, l'art a quelque chose sur le Rwanda. Oui, bien sûr. J'avais lu des trucs beaux avant, mais là sur le Rwanda, en fait de la littérature, donc de la création. Et là je me suis dit, ok, peut-être je peux faire du théâtre avec cette histoire. Vous connaissez la phrase de Georges Bataille qui dit « Le beau, c'est le commencement du terrible ». Donc j'étais vraiment face à ça, c'est-à-dire voilà, comment on peut faire quelque chose de beau avec une histoire aussi insupportable. Bon, alors c'est parti, je me suis dit « Ok, on peut faire un spectacle ». J'ai écrit un premier spectacle qui s'appelait « Agati Yachu ». Agati Yachu, ça veut dire « entre nous » en Kinyarwanda. Alors c'était entre nous, dans cette communauté des hommes, qui s'est, comme on vient de le dire, complètement disloquée sur les collines en 1994. Entre nous aussi, les victimes et les bourreaux qui cohabitent encore aujourd'hui, et j'y reviendrai dans ce petit pays des 1000 collines. Et puis entre nous, évidemment, entre la France et le Rwanda, puisque je fais partie des gens qui pensent que l'histoire du Rwanda fait partie de l'histoire de France. Voilà, bon, premier spectacle, il a été créé en 2013, il a joué une trentaine de fois en France, il a été joué au Rwanda, je vais y revenir tout de suite. Voilà, c'était une première aventure. Et puis ensuite, on a créé un deuxième spectacle qui s'appelle Ejo Nejo Bundi, je vous donnerai la petite plaquette à la fin. Ejo Nejo Bundi, ça veut dire, c'est absolument incroyable cette langue, qui a vécu ce qu'elle a vécu. Qui n'a qu'un seul mot pour dire hier et demain. Ça c'est Ejo. Et ensuite, quand on jugue la phrase, on sait si on parle de hier ou demain. Quand on sait ce qui s'est passé, c'est quand même incroyable, quoi. On dit, voilà, Ejo, c'est hier et demain. Ejo Nejo Bundi, c'est une expression qui veut dire hier, aujourd'hui, demain et après-demain.
c'est-à-dire qui s'appliquent en fait aux choses que vous avez commises et qui vont vraiment tirer un fil très très longtemps dans l'histoire, et pour des choses positives, en disant là, tiens, ce que tu as fait, tu vas voir, tu vas en tirer les bénéfices pendant très longtemps, ou au contraire, ce que tu viens de faire a marqué ton histoire jusqu'à, tu sais même pas jusqu'à quand. Je suppose que ça résonne chez vous, voilà, dans ces choses qui nous composent en fait et qu'on les tire dans nos propres histoires. Voilà. Donc ça, c'est le spectacle qui a été créé en 2018 et qui est une petite victoire pour nous parce que après toutes ces années de travail, on a fait fusionner nos deux compagnies. Donc, la compagnie de théâtre que je dirige ici en France avec la compagnie de théâtre rwandaise qui s'appelle le Ishiyu Art Center. Et donc sur scène aujourd'hui, dans ce spectacle, il y a des artistes rwandais et des artistes français. Voilà. Mais je me répète, je vais vous amener, si vous le voulez bien, un peu dans le réel de mes émotions et vous parler de mon premier voyage au Rwanda et comment j'essaye de répondre à cette question, et puis je vous ferai écouter, puisque ça on a vérifié, ça marche. Ça va, Alors, je vais au Rwanda pour la première fois en 2013. Ça fait déjà quelques temps que je travaille et la première fois j'y vais. Et voilà ce que j'ai besoin de vous en dire. Les collines du Rwanda sont habitées par des espaces plus ou moins grands, plus ou moins invisibles, que l'on pourrait appeler des monuments aux morts. Au Rwanda, ils ont pour nom site mémorial ou encore site du génocide. Car la plupart sont situés exactement à l'endroit où les massacres ont eu lieu, un stade, une église, une école, là où précisément entre avril et juin 1994, la vie a basculé dans la mort. Les lieux restent comme une ruine faite tant de pierres que d'ossements. Parfois, on entend encore dans le silence figé du trépas ce qui fut cri de vie, chant, mouvement, ou alors est-ce cet espoir désespéré qui nous tient et nous attache malgré tout à la vie, parce qu'il est si opaque, le silence imposé par l'inouïe violence de l'extermination, et que l'on ne peut pas, ou que l'on ne veut pas l'entendre. Mais il y a ceux qui sont restés. On pourrait tout autant dire ceux qui ne sont pas partis, ceux dont la mort n'a pas voulu, comme le précise Yolande Mukagasana dans son ouvrage Témoin. Que dire de leurs paroles lorsque dans ces espaces ils nous racontent ce qui fut, ce qui s'est produit, ce qui a tout changé. Leurs paroles sont elles aussi le prolongement d'un silence écrasant, le soubresaut d'une parole exterminée ou la renaissance d'un cri d'humanité inaltérable. Sans doute l'un et l'autre terriblement mélangés, inextricables. Il y a ces espaces arrachés à l'histoire dans la lumière tenace du présent, inscrits dans la géographie des lieux du pays, comme autant de bornes repères, comme une signalétique omniprésente, même dans son recueillement. Donc, ce sont bien les signes de la mort qui deviennent les guides pour les voyageurs que nous sommes. Nous apprenons les noms de là où nous nous trouvons par leur macabre résonance. Dans les images, aujourd'hui encore, pour celles et ceux qui traversent ces territoires, tout est empreinte du drame, comme le furent jadis les croix peintes sur les murs des maisons de celles et ceux à abattre. Ainsi, les noms et les images gardent un écho quasi indélébile du génocide. Nyange, c'est l'église effondrée. Ntarama, l'église aux murs rougis du sang des enfants. Kibilizi, les sacs d'ossements qui ne sont pas encore rangés, Bicicéro, les crânes à l'infini, Murambi, l'irésine qui pousse auprès des corps blanchis, et l'énumération topologique s'ensuit et s'acharne à répéter la mort. C'est en cela, encore une fois, que la lutte se poursuit entre Eros et Thanatos, encore une terrible fois où l'extermination martèle son insupportable empreinte, comme si elle fut victorieuse. Elle nous oblige ainsi à résister, si fort que chaque image tremble, que la pensée cherche dans le moindre détail à regagner la vie, dans une poignée de main, un rire inespéré, une odeur d'eucalyptus, ces fondements vivants à relier inlassablement. Les sites mémoriels, quoi qu'on le veuille, sont des témoins. Ils nous retranscrivent l'histoire, ils la marquent physiquement, ils nous imposent l'arrêt,
la prière, fût-elle païenne, puis la réflexion, mais cela vient beaucoup plus tard. Ils ont en commun d'être des sépultures plus ou moins grandes, et l'on apprend ici et là la réalité de l'horreur. Certains endroits hurlent la multitude des morts, les massacres massifs, minutieusement préparés et exécutés, quand d'autres, presque invisibles pour le passant pressé, racontent une famille, un hameau, un groupe de fugitifs rattrapés dans les marais et dénoncent les échos permanents et généralisés de la logique génocidaire. Il en demeure une sensation permanente de point de suspension, comme un etc. à la fin d'une phrase. C'est une terrible pensée, la sensation que ce ne fut jamais fini, un étourdissement. Un génocide est unique, inouï. Il est sûrement le seul acte de l'homme qui mélange tout dans son appréhension, l'impossible et le réel pourtant. Ainsi, vous n'en croyez ni vos yeux, ni vos oreilles, à l'endroit même où tout est si réel, véritable, dit. Il y a bien un fond de l'âme qui ne peut qu'y croire, mais cela se situe dans l'effondrement d'une humanité qui se pulvérise. Alors qui sommes-nous? Et l'on reste avec cela. Je préférerais ne pas. Mais il n'est plus question de choisir, mais accepter d'être bel et bien confronté à une des fins de l'homme au Rwanda. Les plus petits sites mémoriels sont troublants de fragilité, érigés parce qu'il le faut, parce qu'il n'est pas possible de faire autrement, parce que c'est ainsi. Ils restent démunis sur la terre rouge du Rwanda et sur la terre des hommes. Une stèle sur le bord de la route sera la seule trace de plus de 30 vies brisées. Et ces témoignages se multiplient, s'ajoutent. L'inscription dans la pierre est la moindre des choses. Ailleurs, il y a les sites officiels, immenses, véritables musées de l'histoire du Rwanda et du monde. Autre témoignage, celui d'une inscription universelle dans la lutte contre la haine de l'autre et contre le négationnisme. Cette fois encore, Eros rencontre Thanatos, mais j'ose espérer que la vie l'emporte et qu'il n'y ait pas de point de suspension à ajouter à cette phrase. Il n'existe pas de mots pour parler aux morts. Ils ne se lèveront pas pour répondre à tes paroles, écrit Boubacar Boris Diop. L'art, et particulièrement ce qu'on appelle le spectacle vivant, prend la parole pour les vivants, avec les vivants, espérant qu'ils se lèvent au nom des morts et de la vie en même temps. Face à cette si insupportable page de l'histoire, nous devons rester debout, nous dresser dans la fragilité de ce que nous sommes. Nous ne pouvons sans doute pas lutter contre de telles violences, mais nous ne pouvons pas ne pas lutter. La scène est un endroit où l'on doit être plus humain que dans les forêts ordinaires du quotidien. Pourtant, il demeure une question que nous sommes nombreux à soulever. Comment incarner la mort? Prendre chair et vie dans la solitude de la création et dans le partage de celle-ci, alors que précisément nous parlons de ce qui n'est plus, de ce qui s'est tu pour toujours, et que là est notre seule parole. Il faut alors creuser sans doute la parole, l'écriture même de la parole, dans le silence impliqué qui doit trouver sa juste place, c'est-à-dire, je n'en vois pas d'autre, je suis désolée de vous dire ça, dans nos larmes. Lorsque nous cheminons de colline en colline au Rwanda, ce sont là les outils que nous avons, le silence, le mal à l'âme et le mal à l'humain. C'est avec cela que nous trouverons un des chemins de la parole, de la distance aussi, car elle est parfois nécessaire, mais seulement parfois. L'artiste peut aussi, peut-être même le doit-il, être un témoin, un passeur. Nous connaissons l'isolement vécu par les rescapés. Nous savons que les Rwandais ont été totalement abandonnés en 1994 et par le monde entier. Donc les laisser aujourd'hui seuls, responsables de la transmission mémorielle, serait encore un abandon. En toute humilité, nous pouvons prendre un peu de leur douleur, reconnaître ensemble que cela a existé. L'œuvre d'art devient un espace mémoriel éphémère dans l'instant de partage entre les artistes, le public, les rescapés, pour porter ensemble un peu de cette histoire. Voilà. J'ai beaucoup lu, je vais essayer d'être un tout petit peu plus sincère, même si c'est important pour moi de passer par ceci. Ça va?
pour vous dire que... C'est assez émouvant, c'est difficile de... Complètement. En fait, la première fois que je suis allée au Rwanda, je vous en ai parlé un petit peu là de façon assez écrite, j'avais anticipé beaucoup de choses. Je m'étais préparée en fait à plein de choses. Et il y a un truc auquel je ne m'étais pas préparée, et qui a été pour moi un véritable déclencheur. Je viens de vous parler des sites mémoriels, des tout petits, des grands, etc. Il y en a un très très grand à Kigali qui s'appelle Gisozi, qui est vraiment le site officiel qui a été, comment dire, les Rwandais l'ont érigé avec le concours de Yad Vashem, donc voilà, en allant puiser dans les mémoires passées des gens qui avaient déjà dû faire ce travail et ce devoir de mémoire, et qui les ont aidés en fait. Et donc voilà, Gisozi c'est bien, ça fait du bien. Yad Vashem, je pense que je précise. Yad Vashem c'est le grand site mémoriel en Israël, en mémoire des victimes de la Shoah. Et donc il est bien ce site mémoriel parce que voilà, il reconnecte, il nous parle du Cambodge, du Cambodge aussi en 1975, bon, les Arméniens en 1915, enfin voilà, il nous retrace un peu toute l'histoire, et en même temps nous sommes au Rwanda et nous sommes face au génocide des Tutsis. Et là on descend dans ils vont appeler le jardin de la mémoire, et donc ils sont des grandes fosses communes, des dalles. Et on vous dit, là, il y a à peu près 250 000 morts qui ont été ramassés ici, en plein centre de Kigali, donc la capitale du pays. Ok, bon, 250 000 morts, bon voilà, on commence à rentrer dans une situation de recueillement. Et puis, je vois un mur avec des noms. Donc je ne sais pas si c'est parce que je suis quelqu'un qui aime les écritures. Enfin bon, je suis happée vers cet endroit. Et je commence à me dire, mais là, il n'y a pas 250 000 noms. Enfin, ça me paraît évident, en fait, qu'il n'y en ait pas 250 000. Je commence à les compter. Je suis rentrée dans un moment très étrange, hein, en fait. Hein. C'était moi, mais ce n'était pas complètement ça. Et il y en a 656. Et donc, j'ai sorti mon petit machin, là, pour enregistrer. Je les ai lus. Un espèce de truc où je me suis dit, mais où je suis en fait, c'est-à-dire que ce que j'avais pas anticipé, c'est que j'étais là à l'endroit où l'extermination a gagné. Et même si vous êtes 20 ans après dans un pays qui a repris sa vie, on en parlera si vous avez envie qu'on parle du Rwanda aujourd'hui, mais voilà, il y a la vie tout autour, il y a des enfants, etc. Mais enfin quand même mince quoi. Là il y a 250 000 corps et il y a 656 noms. Et là vous vous dites, ils ont gagné. Ils ont gagné. À cet endroit-là, l'extermination, elle a fonctionné puisqu'il n'y a plus personne pour nous dire qui étaient ces gens. On ne sait même plus leur nom, quoi. Et voilà. Et pour refaire ma boucle avec tout ce que je vous dis depuis le début, je ne sais pas si je réponds à cette question de qu'est-ce que peut faire le théâtre avec ça, est-ce qu'il nous apprend, est-ce qu'il nous aide, etc. En tout cas, il ne peut pas être absent de ça, puisqu'il est vraiment un outil à cet endroit-là de dire... mais enfin, ces gens-là, quoi, c'était qui? C'était des vivants. Et donc, le théâtre, étant donné qu'il nous ramène, et que ça s'appelle du spectacle vivant, comme je l'ai dit, des vivants face à des vivants, etc., voilà. Pour moi, c'était nécessaire de dire, on va faire ça, on va être en vie ensemble. Comme je vous disais tout à l'heure, ils n'ont pas tout pris, ils ne peuvent pas avoir pris tous ces noms, ils ne peuvent pas avoir pris tous ces gens. Il faut qu'on soit capable de dire cette disparition, et qu'on soit des vivants. Voilà. Ok. Et donc, ouais, parce que j'ai envie qu'on ait le temps de discuter, donc je voudrais pas être trop longue. Bref, on a joué au Rwanda en 2015. C'était terrible pour nous, c'était terrible pour les gens, mais on l'a fait. On a joué, donc, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire faire du faux dans le vrai, sur les lieux où les choses se sont passées, face à des gens qui l'ont vécu. Ok. Donc on a fait ça, on a essayé de faire ça bien, on a été accompagnés par des psychologues qui ont mené des groupes de parole. Donc pour vous dire brièvement, on est venu une semaine avant rencontrer les gens sur les collines, leur dire voilà, on va venir faire ça. On est dans un pays où le théâtre n'existe pas, la distanciation n'existe pas, la mise à distance n'existe pas. Moi j'ai vu des vieilles mamans aller chercher des bâtons pour taper les comédiens qui jouaient les rôles des bourreaux pendant que ça se passait.
J'ai vu des jeunes qui n'étaient peut-être même pas nés au moment du génocide, qui couraient avec les comédiens qui jouaient les victimes, qui se cachaient quand les comédiens se cachaient. Il n'y a pas de distance en fait, tout est brut de décoffrage, quoi. Donc nous on a appris ça. En même temps, je vous confie ça parce qu'on est à La Roche-sur-Yon, je me suis dit mais quel théâtre génial! Comment en France retrouverais-je un jour cette sincérité de l'acte théâtral? Évidemment, c'est pas possible. En France, vous avez des spectateurs habitués qui arrivent avec leur petit canapé portable pour s'installer dans les festivals qui sont là 3/4 d'heure avant, etc. Donc, ils ne me laissent pas la posture de ma simplicité, mais c'est pas grave, je les aime quand même, les filles. Voilà. Donc, on est venu une semaine avant. On s'est présenté comme je viens de vous le dire et on est revenu une semaine après pour demander aux gens simplement, est-ce que vous vous rendez compte, est-ce qu'on pourrait poser cette question-là en France? Est-ce que ça va depuis une semaine après ce spectacle? Est-ce que vous avez réussi à dormir? Est-ce que ça a été? Par quoi avez-vous été traversé? Je vous lis quelques petits extraits qui nous ont été donnés par ces gens-là. Et puis on va les écouter en direct juste après. Le théâtre nous a permis un retour sur le passé. Je vous remercie, même si les nuits d'après, je n'ai pas pu dormir. Mais c'est important pour que le monde dise non au génocide. Vous avez fait un travail énorme de jouer ce que vous n'avez pas vécu. Même si c'est d'abord douloureux, ensuite ça réconforte. C'est réconfortant que ce soit des Français qui pensent à nous, qu'il y ait des gens qui nous comprennent. Vous, j'ai senti que vous nous aimiez. Les rescapés ont plus besoin de théâtre que de l'aide matérielle. Vous faites ce que nous sommes censés faire, mais nous n'en avons pas la force. Merci de venir jusqu'à nous, ça nous aide à tenir le coup. C'est gentil d'amener cette pièce au Rwanda. La pièce devient un témoignage, une plaidoirie en France, car nous sommes restés tout seuls avec nos blessures, il ne faut pas le nier. La pièce est la voix des sans-voix. Le théâtre parle à haute voix, il va plus loin que nous. Le fait que vous soyez français est un véritable espoir, je n'y pensais pas. C'est un combat de dire ce qu'il s'est passé. Le théâtre ne vient pas retraumatiser, il raconte. Au lieu de nous faire du mal, ça nous rend plus forts. Ce qui me fait mal, ce sont les gens qui nient. Le théâtre nous permet de nous souvenir, même si nos blessures ne se refermeront jamais. On peut écouter Savé peut-être. Savé, c'est donc une petite colline au sud du Rwanda. Sur la colline de Savé, Rwanda. Enregistré au Rwanda en novembre 2015. Rencontre avec des rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis du Rwanda. Traduction, Claudia Chimois-Noëlla. Ce que j'ai reçu est vraiment très important et que j'aimerais que tout le monde, chacun qui est ici, sache ou qui retienne, c'est que tout le monde qui est là décide que ce qui s'est passé sur Rwanda ne se reproduit jamais. Et tout le monde peut le faire parce qu'on est tous concernés. Si on se demande toujours Hagati Yachu, ce qui se passe vraiment Hagati Yachu, c'est là que nous allons aller quelque part. C'est là que nous allons continuer de vivre entre nous. Si les gens qui nous suivent et qui ont vu ce qui vient de se passer ici, ce qui s'est passé au Rwanda, j'espère qu'ils vont apprendre quelque chose pour que le monde soit meilleur. Merci beaucoup, je vous remercie. Et on a beaucoup aimé les comédiens, ils savent vraiment ce qu'ils font. Et ça se voit que ça et c'est clair que c'est quelque chose qu'ils ont pris vraiment leur temps de faire. Ils ont même chanté en Kenya. Mais je voulais demander, quand vous jouez ça en France, comment? Parce que le gouvernement français a eu quelque chose à faire dans le génocide. Est-ce qu'il vous regarde pas mal, le gouvernement? Est-ce qu'il supporte aussi ça? Il y a quelqu'un qui a demandé.
but de cette pièce. Et le but, c'est de lutter contre les gens qui ont encore... lutter contre le négationnisme. Voilà. Et ils veulent qu'il y ait tout le monde en France. Et c'est quelque chose qu'ils font encore, mais ils veulent qu'il y ait la France, tout le monde, c'est ce qui s'est vraiment passé sur Rwanda. Merci beaucoup de la pièce que vous venez de nous montrer ici. J'ai une question, mais j'ai aussi une suggestion. Et ma question est, partout où vous avez présenté cette pièce de théâtre en France, c'est quoi leur réponse? Qu'est-ce qu'ils disent à propos de ça? Est-ce que vraiment il y a des gens qui ont changé, qui voient autrement vraiment ce qui s'est passé sur Rwanda? Vous avez joué ça en France, vous avez joué ça ici au Rwanda, et sachez qu'il y a aussi d'autres gens partout ailleurs au monde il y a le négationnisme partout au monde, seulement parce qu'ils ne sachent pas vraiment ce qui s'est passé sur Rwanda. Et j'aimerais vraiment que ce soit amené quelque part, un peu partout au monde, pour qu'ils sachent vraiment la vérité. Merci. Moi aussi, c'est pour remercier comme les autres, mais j'ai une question personnellement et j'ai aussi une suggestion. À propos de la pièce de théâtre que vous venez de nous montrer ici, je me demande si parmi les pièces, je veux dire les actes qui restent, est-ce qu'il y a vraiment une partie où vous montrez les soldats, je sais pas, de l'ONU, là où ils ont vraiment, là où ils étaient en action? Voilà. Et ma suggestion, vous voir jouer les choses que vous avez vues, je ne sais pas si il y a moyen d'essayer d'intégrer les gens qui ont vraiment vécu le génocide. Ça serait beaucoup plus profond si c'était vraiment des gens qui ont vraiment vécu ça. Peut-être que ça serait beaucoup plus clair que les gens disent c'est elle qui a joué cette partie, c'est quelque chose qu'il a vraiment vécu, et c'est son histoire. Ouais, merci. C'est une prière que nous faisons chaque fois qu'on fait la commémoration, ou chaque fois qu'on parle des gens qui sont morts pendant le génocide. C'est très bien de se souvenir des nôtres chaque fois qu'on parle à leur sujet. Alors j'aimerais qu'on prenne une minute pour se souvenir des nôtres qui sont morts pendant le génocide. Sur la colline de Savé, Rwanda. Voilà, donc c'est un enregistrement à l'issue de la représentation, vous l'avez compris, avec des gens qui nous posent des questions, ils font des suggestions, et les suggestions qu'on a écoutées, puisque, comme je vous l'ai dit, la deuxième création, maintenant il y a avec nous sur scène 6 artistes rwandais, Claudia, Eliane, Didacienne, Abdulrahim, Kimeni, qui étaient tous nés au moment du génocide et qui étaient tous des enfants. Voilà.
puisqu'ils ont entre 30 et 33 ans. Donc le génocide a eu lieu il y a 25 ans. Donc c'était tous des enfants et ils sont aujourd'hui sur scène avec nous. Et là, je ne sais pas de combien de temps j'en suis, mais je passe tout ça Alors, devant vous. tu te restes 6 minutes. Voilà. C'est aussi Non, mais on reste dans le time. J'y reviendrai, mais c'est parce toi, que la metteur en c'est. scène. Ouais. Mais moi, je fais des spectacles qui durent 3h30. Ah oui, d'accord. Je suis un bon exemple. Non, mais juste parce que c'était là-dessus que je voulais conclure, et en même temps, dans ce que je voulais vous dire avant, j'y reviendrai sûrement après. Parce que quand même, j'aimerais vous parler d'Adélaïde, par exemple, mais juste là, comme je suis en train de parler de ces jeunes Rwandais qui sont avec nous sur scène aujourd'hui, voilà, vous dire qu'on est de nouveau dans la réponse à cette question, ou dans cette question tout entière, est-ce que le théâtre nous apprend ou nous aide à vivre? On ne sait pas en fait. Parce que ces jeunes artistes, ils sont hyper courageux, ils sont avec nous sur scène aujourd'hui. J'ai renoté tout à l'heure en venant des phrases qu'ils disent dans le spectacle, parce que moi je suis folle en plus, je suis auteur et des fois je fais juste mon job d'artiste et j'oublie la réalité, mais j'y reviens évidemment tout le temps, mais je leur fais dire des choses, voilà. Et ils disent par exemple, c'est tout sauf un jeu. J'aimerais que ce que j'ai vécu limite les dégâts à venir. J'ai des images en tête qui sont terribles et d'autres qui sont belles. Je voudrais apprendre à faire le tri. Les innocents méritent la justice, etc. Donc je les ai invités à être dans cette situation-là. Pendant toutes les étapes de la création, on a tenu en fait cette réalité à distance, parce que moi j'avais envie aussi de les accueillir comme des jeunes artistes et de ne pas être sans cesse en train de leur rabâcher leur statut de rescapé, parce que c'est des super comédiens. Et que voilà, c'est aussi pour ça, et qu'ils ont vécu les créations ici en France avec nous. On a fait les plus grands festivals cet été, donc ils ont adoré. On était à Aurillac, on était à Cognac, on était à Châlons, enfin voilà. Et là, ça nous est revenu là, vraiment dans la tronche, quoi. La réalité, où en fait c'est pas si simple que ça. Les prochaines étapes, c'est une tournée au Rwanda en mars-avril, avec la nouvelle création. Vous pourrez prendre les plaquettes là, tout à l'heure. Et ça y est, quoi. Et ils m'interpellent et ils me disent, mais Dalila, c'est même toi qui l'as écrit dans ton texte, c'est tout, c'est un jeu. Donc moi, ce passage-là, il m'interpelle pour ça, et moi, ici, etc. Parce qu'on va aller jouer là-bas sur les collines, dans ce petit pays, où tout le monde se connaît, où tout se sait, où tout devient compliqué, où leurs histoires personnelles sont intimement convoquées sur la scène, alors qu'en France, on a réussi à les mettre un peu de côté, et on a sûrement bien fait. Mais là, c'est en train un peu de nous revenir en pleine poire. Voilà, donc on va devoir encore une fois réfléchir avec comment l'artistique, c'est-à-dire ce rapport à la création, cette chose qui nous décale, qui nous permet de voir et de représenter, et pas de revivre, mais de représenter, donc de tenir à distance, va nous permettre en fait de continuer à s'accompagner dans cette possible visualisation de l'horreur. Voilà. Et quel écran ça peut mettre pour qu'on traverse ensemble, en fait, voilà, ce chemin-là. Ouais. C'est très intéressant, cette différence entre représenter et revivre, en fait. C'est pas une question, mais c'est presque une question. Mais c'est vrai que je trouve qu'on peut... Enfin, je sais pas, tu as quelque chose à ajouter. Non, là, on n'avait pas une image à... peut-être, si ça marche, c'était juste pour le plaisir. Le sujet, c'est que pendant le pot, je vais le laisser défiler en... Ah, c'est des images du spectacle, vous l'avez montré, c'est pas le plus important. Mais vous verrez quand même... Vous verrez quand même Abdoul, Dida, etc. Mais c'est compliqué parce que eux aujourd'hui ils traversent le spectacle avec nous, et juste parce que tu vois, on les évoque là en leur parlant, et puis vous avez compris ma sensibilité, je les aime profondément, je fais un travail, je suis artiste parce que c'est ça que je sais faire, mais d'abord c'est l'humanité à l'intérieur de ça qui m'intéresse, quoi. Ils sont surprenants parce que par exemple Dida, donc elle avait 6 ans, elle a perdu toute sa famille, elle est extrêmement courageuse dans ce spectacle, et alors elle m'a appris, mais après un certain temps, quoi, ça faisait déjà un moment qu'on répétait, qu'on jouait, elle m'a dit, tu vois, ce moment-là, je vous en reparlerai de ce moment-là, je le supporte pas, parce que c'est le témoignage d'une maman qui a dû abandonner ses enfants, et ses enfants qui n'ont pas survécu. Et donc elle me dit, tu vois, ça je supporte pas, et donc pendant que c'est ce moment-là du spectacle, et ben je me chante une chanson, mais
je regarde, hein, les jeunes, mais débile, elle se chante un truc, je sais pas quoi, enfin un truc débile qu'on peut chanter. Ils n'ont pas d'idée débile. Il n'y a pas d'idée. Non mais une chanson quoi, un truc qu'on connaît depuis qu'on est tout petit, pour que ça l'empêche d'entendre en fait le texte qui est dit par la comédienne à ce moment-là. Donc dès qu'elle commence, mais elle a calculé, elle a trouvé une chanson qui allait durer à peu près pareil, et elle se met en mode technique quoi, de théâtre, je sais pas si ça, on peut appeler ça comme ça, voilà. Alors, Pour à la fois être là, mais ne pas le... Et surtout pas entendre ce que dit la comédienne, qui est une comédienne française, qui prend en charge à ce moment-là un témoignage un peu dur, et parce qu'elle, elle veut pas l'écouter, quoi. Et donc je me dis, alors elle est là-dedans. Et par ailleurs, il y a un autre jeune qui s'appelle Abdoul, qui est notre danseur, Abdoul Rahim, et vous le verrez sur les photos, il est sublime. Lui, son papa a été tué au moment du génocide. Mais c'était un peu un héros national, son père, parce qu'il était imam, il faisait partie des rares musulmans du Rwanda. C'est très très peu les musulmans au Rwanda. Donc il a réussi à cacher des gens dans sa mosquée. Bon bref, enfin, il a été tué finalement. Et un jour, Abdoul a dansé, mais c'était sublime. Et à la fin de la représentation, comme à chaque fois, je vais voir mes comédiens dans les loges et je lui dis, mais Abdoul, mais là tu as été transpercé du plus petit orteil jusqu'à ta mèche de cheveux, mais tout était là, c'était magnifique. Et il me dit, parce que ce soir j'ai décidé de rendre hommage à mon père. Et donc c'est dingue, parce que c'est aussi un moment hyper positif en fait. Oui, c'était la dernière date qu'on a fait à Toulouse en septembre, quoi. Donc, en fait, cette complexité-là, à chaque fois elle peut changer, quoi. Elle peut à la fois submerger de choses qui sont difficiles et qu'on arrive à surmonter, et à la fois être, voilà, ce soir j'ai décidé de rendre hommage à mon père. Et du coup, je me transforme. Et du coup, il a été vraiment sublime. Et c'est tout ça qu'on joue, nous, sur scène. C'est aussi pour ça que c'est des artistes français et des artistes rwandais, des psychologues rwandais avec qui on travaille, hein, vous l'avez compris depuis toujours, parce que moi, je ne veux pas faire n'importe quoi avec ces questions-là, et moi, c'est pas mon job, donc je m'entoure de professionnels dont c'est le job, me disent, mais tu sais, tes Français, là, sur scène, ils incarnent la possibilité, puisqu'ils incarnent le tiers qui n'est ni victime, ni bourreau. Donc, il rend les choses possibles, en fait. Et moi, c'était ça que je voulais qu'on raconte aussi, cette solidarité. Et pour mes artistes français, qui se sont posé plein de fois la question de la légitimité, en fait, à faire ça, c'est réglé, là. Parce que, voilà, et le spectacle finit par, mais en réalité, nous sommes une famille, et c'est vraiment ça qu'on a recomposé, quoi. Une famille de solidarité humaine, dans cette humanité meurtrie, qui décide ensemble que c'est notre histoire commune, et qu'on peut la raconter ensemble, avec celles et ceux qui ont été touchés de plein fouet, directement dans leurs histoires, et puis nous... et je terminerai là-dessus, je vous laisse la parole, mais une des comédiennes qui interprète le texte justement très difficile, pour lesquels Dida Sienne se bouche les oreilles, Isabelle, quand on était au Rwanda, dans ces groupes de parole que vous avez entendus, bon évidemment, nous on a fait des groupes de parole entre nous aussi, hein, parce que c'est très dur hein, de faire ça. Voilà, pour les comédiens, c'est quelque chose, quoi. On va chercher autre chose qu'une simplicité de représentation. Et elle me disait, elle a dit à un moment donné, c'est sorti, elle dit, mais tu sais, moi, quand ce vieux monsieur il a dit ça, j'avais juste envie de lui dire, je suis désolée, monsieur. Et on lui a tous dit, Isabelle, dis-le ça, la prochaine fois. Et donc elle l'a fait, et au prochain temps d'échange avec les rescapés, un monsieur qui apparaît, il dit, mais vous étiez où, etc. Et elle a dit ça, elle a dit, mais moi je suis juste désolée, monsieur. Et c'était bien, parce que c'était juste. Et voilà.